Prendre soin de ses parents, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que lorsque tu es né, ce sont ses parents qui avaient pris soin de toi. C'est-à-dire, c'est eux qui, d'abord, on t'a gardé pendant 9 mois, tu es né, ils ont payé les frais d'hospitalisation, les couches, la nourriture, jusqu'à ce que tu aies l'âge adulte. Mais ils ont pris soin de toi. Maintenant, à ton tour maintenant de leur rendre l'appareil. Parce que chemin faisant, eux, ils vont vieillir. Et ils ne seront plus en mesure de prendre soin de toi comme eux autres le faisaient. Ça veut dire, toi, tu as été leur enfant. Et maintenant, c'est eux qui deviennent maintenant ton enfant à toi. Parce que tu as été leur charge. Maintenant, eux autres, c'est ta charge à toi maintenant. Donc, pour couper court, c'est obligatoire. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. Prendre soin de ces parents-là, c'est obligatoire. Selon moi, ce sont mes parents, non. Et c'est eux qui m'ont mis au monde. Le sperme qu'ils ont fabriqué là pour pouvoir me mettre au monde là, moi je ne peux pas rembourser ça. Et de plus là, depuis ce temps, et quand ils m'ont mis au monde là, moi j'utilise les sangs jusqu'à l'instant T. Le fait qu'ils m'ont mis au monde, c'est qu'ils ont voulu de moi. Mais s'ils n'ont pas été là, vous pouvez m'avorter. Mais s'ils n'ont pas été là, c'est qu'ils n'ont pas pu être là. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens, des trucs du genre. Et en plus, ma maman elle m'a gardé pendant 9 mois, donc je dois prendre soin d'elle, quel que soit ce qu'elle fait. Les parents n'ont pas vraiment pris soin de lui. Ça veut dire il est resté, ça dit il a grandi seul, il a tout fait seul. Mais là, ça devient difficile. Ça, avant que ce ne soit obligatoire, il faudrait que l'intéressé ait vraiment la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il leur retourne l'appareil parce qu'il veut juste payer le droit de vie. Juste le fait qu'il est né par de 2 personnes, il veut juste leur remercier pour lui avoir fait venir dans cette vie, quoi. Sinon, si ce dernier n'a pas la crainte de Dieu et il veut rendre coup pour coup, c'est-à-dire, si c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est que pour lui, ce serait facultatif. Vous ne m'avez pas pris soin de moi lorsque j'étais petit et lorsque j'ai grandi seul. Donc il n'est pas obligatoire que je vous fasse quoi que ce soit. Œil pour œil et dent pour dent. Est-ce qu'il y a un enfant sans parents? Hein? Il n'y a pas un enfant sans parents. On ne peut pas voir, même quand on voit les fous là, hein, on dit que telle personne là, la personne n'a pas de famille là. Quand tu vas les toucher là, les familles vont toujours sortir. C'est pourquoi, même si mes parents ils m'ont mis au monde là, hein, et ils ne me font rien, et je me suis débrouillé seul pour être ce que je veux être là. Moi, je ne vais même pas regarder ça. Même si eux, ils me font quelque chose du mal là, moi, je vais les faire du bien. Prendre soin de ses parents, c'est déjà les nourrir. Désormais, c'est des gens qui sont déjà vieux. Et les vieux os ne peuvent pas produire grand-chose. C'est des gens peut-être qui sont déjà c'est quelqu'un qui est déjà un soixantenaire ou bien septuagénaire. Celui qui a déjà 70 ans, 60 ans, quel effort vous voulez qu'il fasse? Donc ça, ce dernier-là, il est devenu une personne à mobilité réduite. C'est toi qui lui donnes la nourriture, c'est toi qui vas le vêtir, c'est toi qui vas le loger. Et son déplacement, tout ce qu'il y a, lorsqu'il tombe malade, c'est à ta charge. C'est à ta charge. Il a un petit palu, c'est à ta charge. Donc tout ce qu'il y a comme besoins vitaux, c'est à ta charge. Moi, je viens de faire le dépôt à ma maman tout à l'heure même. Puisque prendre soin de tes parents là. Moi, par exemple, au village, mon papa là, il a fait une construction. Et la maison qu'il a construite là, c'est pas aussi du tout mal. Si ce n'était pas qu'il a fait une construction avant là, et j'ai l'argent là, je peux lui faire une construction. Maintenant, si je trouve quelque chose par semaine, si je n'ai pas la force de le faire ça par jour là, par semaine là, si je trouve quelque chose là, je vais les envoyer. Dieu merci que la technologie a évolué aujourd'hui maintenant là. Et sans même déplacer là, tu peux faire Momo. Et c'est ça que je viens de faire tout à l'heure là. Nous pouvons estimer que nous avons exécuté
entièrement, pleinement et bien notre programme. La session prend fin. Nous avons exécuté toutes les activités qui sont prévues au programme. Nous pouvons dire que notre mission, nous l'avons accomplie. Assurer la mise à disposition d'enseignants qualifiés en nombre suffisant dans les 3 ordres de l'enseignement. Veiller à l'adoption en Conseil des ministres de la stratégie de renforcement des alternatives éducatives. Veiller à la réouverture des écoles normales d'instituteurs. Assurer à la mise en place d'un système intégré et inclusif des plateformes numériques des 3 ordres d'enseignement. Assurer la vulgarisation et l'application des tests relatifs aux déviances en milieu scolaire et universitaire. Ça a été quand même une séance générale d'information et de mise à niveau au niveau des membres de l'Assemblée consultative. À la suite de ça, on peut dire que chaque membre de l'Assemblée consultative sait déjà ce à quoi s'en tenir, les défis majeurs à relever, les attentes et tout ce qui doit se faire pour que le système éducatif national puisse prendre un meilleur envol. Les différentes activités nous permettront d'améliorer. Surtout, vous voyez, ne serait-ce que le produit de l'éducation, qui est celui qu'on a vu en dernier lieu, c'est un élément important. Et lorsqu'on va l'améliorer, je crois que la répétition même de ce produit dans d'autres écoles serait une avancée terrible. Et je crois que c'est une lucidité, une clairvoyance du président du CNE d'avoir mis cette activité au programme. Le personnel encadrant leur a appris les fondamentaux de l'art militaire en leur dispensant des cours dans de nombreux modules dont les principaux sont la culture militaire générale, le règlement militaire, la topographie, le combat, l'armement, l'instruction sur le tir au combat, le sauvetage au combat, l'organisation du terrain, le service en campagne, les réactions adéquates à adopter face aux engins explosifs improvisés. Les jeunes qui sont devant vous vont, par cet acte, prêter le serment de servir leur pays, notre pays, le Bénin, au besoin jusqu'au don de leur vie. C'est le symbole de l'engagement du soldat et de l'attachement des uns et des autres à la nation. Nation qu'ils devront servir fidèlement et de manière désintéressée. Ils sont désormais des hommes et des femmes physiquement endurcis et surtout imbus des valeurs républicaines qui caractérisent les forces de défense et de sécurité. Il vous revient à observer 4 valeurs essentielles, à savoir discipline, engagement, courage et respect. Moi j'aime bien les t-shirts moulants. Quand le matin tu me vois direct, tu sais que bon, je ne veux pas porter les trucs cintrés. Du coup, j'aime les trucs qui ont plus d'espace et je me sens libre dans ma peau. Et puis les trucs qui sont à la mode. On est jeune avec le temps, bon, tu dois sortir, faire des trucs. Donc ce que tu dois porter, pour que ça soit un peu drip, quand on te voit, on sait que bon, toi tu connais. Ouais, c'est ça, les casquettes, les t-shirts, les pantalons, les chaussures et tout. Le style vestimentaire que moi je préfère, c'est les chemises en soie ou bien en satin et puis les jeans. C'est parce que c'est ample et tout. Et puis j'aime bien aussi les t-shirts sur les jeans. J'aime bien les jupes aussi avec des tops. Moi j'aime bien ça parce que d'abord c'est ample, je suis à l'aise dessus. Et puis je trouve que c'est sexy aussi. Ça montre bien mes formes et tout. Voilà, les jupes avec top. Les chemises, c'est professionnel, ça va partout, je trouve. J'aime beaucoup plus le style classique, c'est-à-dire les t-shirts, les bombas. Ça dépend aussi de la tendance. Et aussi les chemises en soie et autres. Parce que ça reflète un peu plus ma personnalité. Je suis du genre ne pas porter des trucs serrés. Je suis du genre relax, quoi. Donc je préfère plus mettre les bombas, les t-shirts, et voilà. Nos jeunes, là, ce qu'ils font là, ils s'habillent
débraillement. Mais maintenant, je dis de propre. Tu as vu, non? Parce que nos jeunes là, ils sont agités. Et ce n'est pas bon. Nos jeunes là, ils sont agités. Mais ce n'est pas bon. Hein? Bon, aujourd'hui, les jeunes s'habillent de façon dépraillée. Et bon, d'autres portent des jeans déchirés et des habits à ciel ouvert. Le style vestimentaire des jeunes. Bon, la jeunesse, elle s'habille en son temps. Elle s'habille comme à son époque. J'ai mon regard personnel là-dessus. Il n'est pas critique, il n'est pas non plus appréciatif. Mais j'ai quand même mon regard sur le style vestimentaire des jeunes. Ils sont comme ils sont. Je ne vais pas les pointer du doigt, mais ils sont comme ils sont. Voilà. Et parfois on voit des styles qui sont à décrier. D'accord, on voit des styles qui sont à décrier, mais est-ce que c'est suffisant pour leur porter un regard? Je ne suis pas de leur époque, donc je ne peux pas clairement porter un jugement de valeur sur le style vestimentaire. C'est un peu ça, quoi. Donc, tout ce qui vient de l'Europe, là, c'est ça que nous on copie ici. Donc, on n'a pas à s'imposer. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de les suivre. Parce que les télévisions, tout ça là, montrent qu'on les suit. Les habillements, tout ça là. Or, nous sommes africains. Je crois que nos habits nous sied ici. Par exemple, quand moi j'étais au nord à Parakou, les lundis et les vendredis, nous sommes en tenue locale. C'est très beau, c'est joli. Mais quand tu viens à côté, tu portes ça là, on te regarde même pas. C'est comme si tu es venu du village, quoi. Donc, moi, je vois que c'est l'Occident qui nous a colonisés. Et puis, bon, on est obligé de faire avec. Quand tu vas rester dans un groupe, tu es obligé de... C'est tout ce que nous vivons actuellement. Donc, nous, étant conseil jeune, les on a donné une dos, habillé de l'eau ample et non loin. Parce qu'ils ont déjà copié l'Occident de telle manière qu'ils sont déjà habitués à ça. On ne peut leur rien faire par rapport à ça. Mais on peut les conseiller quand même. Quand vous le sortez là, quand tu portes l'habit local, c'est très joli et tout ça. Donc moi je crois que c'est les tailleurs qui vont plutôt manager sur ce plan. Premier revers pour le président Diomaye Faye. Lundi, l'Assemblée nationale a rejeté un projet de révision constitutionnelle proposé par le gouvernement. Le Parlement, dominé par le parti de l'ancien président Macky Sall, a rejeté par 83 voix contre 80 le projet de suppression de 2 institutions consultatives à l'issue de débats houleux diffusés sur les réseaux sociaux. Le nouveau président élu en mars et son premier ministre Ousmane Sonko se retrouvent sans majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre leur politique de rupture. La révision aurait supprimé le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Et selon le gouvernement, il aurait permis de faire une économie combinée de 15 milliards de francs CFA, un peu plus de 25 millions de dollars. Face à ce blocage, une dissolution du Parlement semble se dessiner à l'horizon. Le président sénégalais a déjà saisi le Conseil constitutionnel sur cette question et selon cette juridiction, l'Assemblée pourrait être dissoute le 12 septembre, soit 2 ans après l'installation des députés de la 14e législature. En République démocratique, bilan lourd après la tentative d'évasion de Makala à Kinshasa. 129 morts, dont 24 abattus, selon le ministre de l'Intérieur. L'événement s'est produit dans la nuit du 1er au 2 septembre, avec des tirs entendus dès 2 h du matin. Nous dormions et soudain nous avons entendu des coups de feu venant de la prison. On nous a dit que les prisonniers avaient percé le mur et qu'ils s'étaient échappés. Il y a eu beaucoup de morts. Le quartier est sous le choc. Certains résidents qui craignent pour leur sécurité réclament le déplacement de la prison, connue pour sa surpopulation. Nous voulons que les autorités relocalisent la prison parce qu'elle est trop proche de la population. Nous avons même déplacé nos familles loin d'ici.
La prison ne doit pas être proche des habitants. Les autorités n'ont pas encore précisé le nombre d'évadés. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, annonce des enquêtes pour identifier les responsables. Une solution extrême pour faire face à la situation climatique toujours plus inquiétante. Pour atténuer la sécheresse record de cette saison, la Namibie a annoncé l'abattage de 700 animaux sauvages dans les parcs nationaux. Si ce choix choque une partie de l'opinion, pour le gouvernement, il s'agit de l'une des décisions majeures de son plan de lutte contre le risque d'insécurité alimentaire. Cet abattage d'une centaine d'animaux sauvages devrait permettre de distribuer de la viande aux populations les plus vulnérables. Malgré les arguments avancés par le gouvernement, cette décision ne fait pas l'unanimité. Des associations de défense d'animaux ont lancé des pétitions pour que l'opération soit annulée. En mai dernier, la Namibie a déclaré l'état d'urgence en raison de la sécheresse qui s'abat sur toute l'Afrique australe. Selon le Programme alimentaire mondial, environ 1,4 million de Namibiens, soit près de la moitié de la population, font face actuellement à une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Si le Nigeria est devenu la première nation africaine à recevoir le vaccin contre la variole avec 10 000 doses envoyées par les États-Unis la semaine dernière, le nombre de vaccins expédiés sur le continent reste minime. Aucune injection n'est encore disponible dans des pays comme la République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie. Un délai qui est dû, selon le directeur adjoint de l'UNICEF pour l'approvisionnement en vaccins, aux réflexions nécessaires pour établir un protocole de vaccination. En ce moment, l'une des choses sur lesquelles l'UNICEF travaille sur le terrain avec le gouvernement et l'OMS, ce sont les différentes stratégies. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats sur la meilleure stratégie à utiliser sur les personnes à vacciner. Une partie de cette planification est donc en cours. Il s'agit d'un ordre de priorité clair, car c'est ainsi que l'on peut faire parvenir les vaccins. La semaine dernière, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré qu'il y avait plus de 22 800 cas de variole et 622 décès sur le continent. Avant tout, il faut savoir qu'il y a un cas. Votre surveillance doit donc s'améliorer pour détecter les cas. Lorsque vous les détectez, vous confirmez qu'il s'agit de la variole du singe, parce qu'il y a différentes choses qui peuvent ressembler à cette maladie. Il faut donc le confirmer. Ensuite, on isole les cas, on retrace les contacts des autres personnes afin de les placer sous surveillance. Et s'ils sont atteints de la maladie, vous les isolez également. La variole, également connue sous le nom de monkeypox, appartient à la même famille de virus que la variole, mais elle provoque des symptômes moins graves comme de la fièvre et des courbatures. Elle se transmet principalement par contact étroit entre deux peaux. Une nouvelle édition, placée sous le signe du renforcement des liens. À l'occasion du Forum de coopération sino-africaine, les représentants chinois ont dévoilé les grandes lignes de l'événement. Pour le pays, l'objectif principal est de solidifier la coopération et les échanges avec l'Afrique. Face à la montée en puissance de la politique de domination et de la mentalité de guerre froide, la Chine et l'Afrique entendent collaborer plus étroitement et faire preuve d'une grande solidarité afin d'approfondir leur coopération. Nous nous soutiendrons mutuellement plus fermement sur les questions concernant nos intérêts fondamentaux et nos préoccupations majeures. Et nous travaillerons main dans la main pour sauvegarder les intérêts légitimes des pays en développement. Au cours de cette conférence, l'envoyé spécial pour les affaires africaines a aussi détaillé les points forts de cette collaboration, sécurité, commerce et investissement pour les 3 années prochaines. L'Afrique possède des riches ressources naturelles et d'énormes ressources humaines. Elle bénéficie d'une urbanisation accélérée. Pour sa part, la Chine renforce ses réformes et fait progresser la modernisation du modèle chinois. La Chine dispose davantage en termes de capitaux, de technologie et d'expérience. La coopération entre la Chine et l'Afrique profite aux deux parties. Le forum triennal va démarrer avec un dîner de bienvenue et se poursuivra avec des échanges et des accords de coopération qui s'étendront jusqu'en 2027. Une poignée de main pour un soutien crucial. Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a rencontré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors de sa visite, il a promis 200 millions d'euros
pour la restauration des infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous avons annoncé au nom du cabinet néerlandais que nous soutiendrons l'Ukraine avec 200 millions supplémentaires pour maintenir l'infrastructure énergétique. C'est la première visite de Dick Schoof en Ukraine depuis qu'il est en fonction. Il a visité une école dans la ville de Zaporizhia où les élèves suivent les cours dans un abri anti-bombe. Pendant ce temps en Russie, le président Vladimir Poutine a également évoqué la situation des écoliers russes des régions de Koursk, Belgorod et Briansk, contraints de suivre leurs cours en ligne à cause des combats à la frontière. Vladimir Poutine a promis que tout serait fait pour que la vie reprenne son cours normal. Bien sûr, le pays et nos forces armées feront tout pour que la vie normale dans ces régions, la vie normale pour ces enfants, soit rétablie. En Russie, les écoles de Koursk sont maintenant équipées d'abris anti-bombes, une mesure en réponse à l'incursion ukrainienne en cours dans la région. Le président russe Vladimir Poutine a été accueilli mardi sur la place principale d'Oulan-Bator, la capitale de Mongolie, par une garde d'honneur en uniforme rouge et bleu vif, inspiré de ceux de la garde personnelle de Gengis Khan, le fondateur de l'Empire mongol au XVIIIe siècle. Il s'agit de la première visite du dirigeant russe dans un pays membre de la Cour pénale internationale depuis l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Massée derrière des barrières temporaires, la foule a pu observer les deux présidents s'incliner devant une statue de Gengis Khan. La visite de Vladimir Poutine en Mongolie a porté notamment sur le renforcement de la coopération en matière ferroviaire et sur la rénovation d'une centrale électrique dans la capitale, dans le but de garantir l'approvisionnement de la Mongolie en carburant d'aviation. La Mongolie, pays d'Asie centrale, devient le deuxième État dans l'histoire de la CPI à refuser d'exécuter un mandat d'arrêt. Le premier avait été l'Afrique du Sud, qui avait refusé en 2017 d'arrêter l'ancien président soudanais Omar el-Béchir. Des milliers de Palestiniens, dont des patients, ont été forcés de quitter leur abri aux alentours de l'hôpital principal du centre de Gaza suite à un ordre d'évacuation émis par l'armée israélienne pour les zones environnantes de l'établissement. Les personnes déplacées se sont dirigées vers l'ouest, vers la zone de sécurité appelée Mouassi. Ils nous ont ordonné d'évacuer et maintenant nous partons. Nous ne craignons que pour nos enfants. Que pouvons-nous faire de plus? Ce qui nous arrive est injuste, je le jure, ce n'est pas normal. Que devons-nous faire? L'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, situé dans la ville de Deir al-Balah, l'un des derniers établissements sanitaires encore en fonction, n'a pas reçu d'ordre d'évacuation spécifique. Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux à des fins militaires. Une alerte a été lancée pour évacuer l'hôpital. Nous sommes encore en traitement et avons besoin d'analgésiques. Où devons-nous aller maintenant? Où pouvons-nous recevoir des soins? Je suis malade, je tremble. Où dois-je aller? Les ordres israéliens d'évacuation couvrent désormais environ 80% du territoire de Gaza selon les Nations Unies. 90% des plus de 2 millions d'habitants ont été contraints de quitter leur domicile.